Bonsoir à tous et à toutes. Vous qui peut-être me regardez probablement d'ailleurs en replay. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé une belle journée, un bon début de journée. On est le lundi 21 octobre et je suis là dans le cadre de la semaine Up sur le plaisir. Alors du coup, peut-être que je ne sais pas si toutes les personnes qui regardent connaissent la chaîne, l'agence Up, qui est un super concept, qui est en fait une agence qui regroupe et rassemble des, euh, des personnes, des coachs, on va dire des intervenants du bien-être, que ce soit au niveau technique, ça peut être des coachs aussi professionnels, ça peut être des thérapeutes, ça peut être voilà, tout type de discipline qui touche au monde du bien-être, et de façon à ce que lorsque l'on cherche quelqu'un lorsque l'on cherche quelqu'un, lorsqu'on cherche un coach, lorsque l'on cherche une aide, un soutien et qu'on a un besoin, eh bien, effectivement, c'est super intéressant de savoir qu'au même endroit, on va pouvoir trouver tout un panel de personnes qui ont été disponibles, enfin, comment dire, qui ont été a priori triées, en tout cas par rapport à leur qualité humaine, par rapport à ce qu'elles inspiraient, la confiance, etc. Et du coup, on peut, à travers des lives, à travers des soirées comme ce soir, découvrir ces différentes personnes qui vont donc s'exprimer soit toutes seules, soit plusieurs ensemble autour du thème du plaisir cette semaine. En tout cas, c'est le thème du mois d'octobre. Donc voilà, donc je vous invite à aller visiter le site de l'agence Up, qui moi je trouve ça, enfin je trouve que l'idée et le concept est top. Et donc si vous connaissez, c'est chouette. Et si vous connaissez pas, eh bien à découvrir avec joie, avec plaisir justement. Et c'est vrai que c'est sympa de pouvoir cette semaine aussi croiser tout un tas de profils divers et variés qui vont pouvoir justement, avec leur approche différente, leur culture différente, leur métier différent, etc., nous parler du plaisir. Et je trouve ça juste super. Alors moi, ce soir, donc on est là pour une heure. On va voir. On va voir si on est plus ou moins nombreux. En tout cas, je suis ravie d'être là. Merci à Mel justement et à toute l'équipe de Up de m'avoir proposé ce créneau, de m'avoir proposé cet espace. Et donc je vais me présenter. Je m'appelle Olivia Saxby. Je suis hypnothérapeute et coach du cœur. J'aime bien dire coach du cœur parce que je m'intéresse à toutes les affaires de cœur en fait. Effectivement, ce qui peut être dans les relations amoureuses quand on a un problème de cœur, mais en fait souvent quand on a des problèmes dans nos relations amoureuses, des problèmes de cœur, c'est souvent aussi parce qu'on a un problème de relation de cœur à nous-mêmes. Et j'ai créé justement un groupe qui s'appelle les Cœurs Connectés, pour justement essayer de se rapprocher le plus possible du cœur de l'autre et surtout de notre propre cœur. Parce que j'aime à dire que l'idée de notre, le challenge, l'enjeu de notre vie, c'est justement d'agir, de répondre à ce que la vie nous propose avec l'énergie de notre cœur et non plus l'énergie de nos peurs. Et donc, c'est ce qui m'anime et c'est ce que je fais. Donc, je travaille en cabinet et aussi en visio, et je ne travaille absolument que en individuel. Je suis même pas très bonne en groupe. Alors, j'aime bien rassembler les personnes que j'accompagne de temps en temps autour d'une visio, mais faire de la visio en groupe et faire de l'accompagnement en groupe, c'est vraiment pas mon dada. Donc, moi, je ne fais que de l'individuel, et je travaille dans le cadre de la méthode Envie, qui est une méthode que j'ai créée il y a 2 ans à peu près, qui est une méthode non pas de développement personnel, oui, mais surtout, j'aime bien dire, une méthode de développement de la conscience de soi. C'est-à-dire que donc méthode envie en pour le travail sur l'enfant intérieur, parce que j'ai oublié de préciser le plus important, c'est que je suis spécialisée dans la guérison de l'enfant intérieur. Et donc, en pour enfant intérieur et vie, chemin de vie, c'est-à-dire que l'idée, c'est de se libérer au maximum de nos peurs et de nos blessures qui amènent ces peurs et qui nous amènent à réagir non plus à travers notre cœur, et pour ensuite contribuer à quelque chose de plus grand que nous, contribuer à,
à vraiment euh, être dans notre alignement par rapport à l'activité, si possible, que nous faisons et que nous exerçons de façon à être épanouis et à jouir et à prendre plaisir dans la vie, justement. Donc, voilà, globalement, ce que c'est la méthode en vie. Si évidemment vous avez envie d'avoir plus d'infos, je me tiens à votre disposition, je donnerai plus d'infos à la fin. Et donc, en fait, cette méthode, elle s'adresse à toute personne qui, souvent, suite à une situation de vie qui peut avoir été éprouvante, soit un deuil, soit des traumatismes, soit un changement de vie, une séparation, un changement de travail, enfin, voilà, ou une maladie. Et en fait, l'idée, c'est vraiment une réponse pour les personnes qui veulent faire un vrai saut de conscience, qui veulent vraiment prendre un virage dans leur vie en lien avec qui elles sont, se débarrasser de leurs anciens schémas limitants, se débarrasser de leurs croyances, se débarrasser de leurs excès émotionnels, mieux vivre avec elles-mêmes en fait. Et c'est tout l'enjeu, tout l'intérêt de cette méthode. Et parce que souvent, pour en revenir au thème d'aujourd'hui, c'est toutes nos émotions, toutes nos peurs, toutes nos contraintes, tous nos conditionnements inconscients, généralement qui nous ont formatés pendant notre enfance, qui vont, ou pas finalement, mais qui vont généralement nous limiter dans notre autorisation à prendre du plaisir. Et ces limitations, finalement, elles sont, euh, pour 95% d'entre elles, inconscientes, parce qu'elles font partie de notre structure, elles font partie de la manière dont on s'est construit de 0 à 10 ans, on va dire, pour faire simple. Et tout ça, ça s'inscrit très très profondément dans nos cellules. Il y a des choses dont on a hérité de nos parents, il y a des choses qu'on a acquises au fur et à mesure dans nos différentes expériences et au cours de notre éducation. Et l'idée, c'est justement, mais comment s'affranchir de ça si toutefois c'est limitant, pour pouvoir vraiment prendre du plaisir naturellement, facilement dans notre vie, de façon à être tout simplement heureux en fait. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça, l'enjeu du truc, si ce n'est que bah voilà, tout le monde est à la recherche de la clé du bonheur. Bon, le bonheur en soi, c'est pas la fin, c'est surtout le chemin, mais comment faire en sorte que notre chemin de vie soit justement empreint de plaisir tout au long du parcours, ou en tout cas le plus possible. Donc voilà un petit peu ce que je fais moi et ce qui m'anime moi dans ma pratique et dans mon approche, on va dire, dans ma philosophie, si on peut dire ça comme ça. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sinon, à titre personnel, je suis maman de 2 enfants et, euh, et donc j'exerce en tant qu'hypnopraticienne, hypnothérapeute depuis 4 ans maintenant. Voilà, comme ça, tu sais tout. Et n'hésite pas si tu as d'autres questions à revenir vers moi. Je pense qu'en bas de la vidéo, il y aura toutes les informations pour me joindre. Et de toute façon, je te donnerai toutes les infos. De toute façon, mon site est très simple, www.oliviasaxby.fr. Et à partir de là, tu as toutes les infos, toutes les directions pour me trouver. Alors, si on en revient un petit peu à notre thème d'aujourd'hui, comment vivre une vie au quotidien vraiment empreinte de plaisir, vraiment dans le plaisir, et comment la question sous-jacente finalement que moi je pose, parce que c'est mon domaine de prédilection et c'est mon axe de travail, c'est finalement c'est comment est-ce que nos blessures et nos conditionnements dont je te parlais jusqu'à maintenant, nos conditionnements et blessures inconscients, hein, évidemment, de l'enfance, viennent nous limiter, viennent nous priver finalement de notre accès à notre joie d'enfant, quelque part, à notre âme d'enfant, celle qui nous rend joyeux, celle qui nous donne la spontanéité, celle qui nous donne l'élan d'être qui nous sommes, sans entrave, sans avoir peur du jugement, sans avoir peur du qu'en dira-t-on, sans conditionnement en fait. Et ainsi pouvoir nous rapprocher de notre relation à nous-mêmes, de pouvoir être vraiment pleinement connecté à nous et être pleinement connecté à ce qui nous fait du bien. Parce que moi, j'ai plein de personnes qui viennent me voir souvent et,
Et parce que bon, moi la joie, c'est une de mes valeurs principales, c'est vraiment une de mes valeurs privilégiées. Donc effectivement, je suis toujours, je suis toujours très positive. J'ai la chance de voir la vie d'un œil du verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Mais néanmoins, des fois, je demande aux personnes: «Mais qu'est-ce qui te fait plaisir? Est-ce que tu sais ce qui te fait plaisir?» Et souvent, les personnes ne savent tout simplement pas. Donc ça, c'est une première question que tu peux noter sur ton papier, c'est, est-ce que tu sais ce qui te fait plaisir? Est-ce que tu sais ce qui te met en joie? Et est-ce que tu sais ce que tu aimes, en fait? Et ça, c'est la première question que je t'invite à répondre. Si tu sais, c'est parfait. Si tu ne sais pas ou si tu as un doute, on en reparle un petit peu après. Alors déjà, je voudrais redéfinir le mot plaisir. Peut-être que d'autres, de mes, collègues, vont avoir eu la même idée, la même, comment dire? La même ouais, la même idée. Hem, Moi, j'aime bien redéfinir les choses pour parler vraiment de la même chose et j'aime bien parler de partir de l'étymologie des mots. Donc le mot plaisir vient du latin placere qui veut dire plaire. Donc en fait, le mot plaisir, c'est vraiment plaire à. Et quand je me fais plaisir, finalement, quand je me donne du plaisir, quand j'accepte de me faire plaisir, la clé, et c'est là où je trouve que l'étymologie est juste parfaite, le meilleur moyen de se faire plaisir ou et à contrario, ce qui va nous empêcher de nous faire plaisir, c'est finalement de nous plaire à nous-mêmes. C'est-à-dire que si je me plais à moi-même, je vais être en mesure de faire des choses qui me plaisent et donc de me faire plaisir. Si je ne me plais pas, si je ne m'accorde pas cette valeur, je vais avoir des difficultés à me faire plaisir à travers des choses qui me font réellement plaisir et je vais peut-être avoir tendance à me faire plaisir en voulant faire plaisir à l'autre et c'est là que du coup, on commence à dévier de notre vrai pur plaisir, où on arrive sur un biais où finalement, ce n'est pas notre plaisir qui est important, mais c'est celui de l'autre et donc dans ce cas, bah, si mon plaisir c'est celui de l'autre, en fait, c'est pas mon plaisir, c'est pas mon vrai plaisir. C'est là où le plaisir que je reçois ou que je ressens, vient justement d'une compensation et donc d'une réponse à une blessure potentielle ou à un manque potentiel. Et c'est là où c'est pas le pur plaisir. Parce que c'est pas à moi que je veux plaire en priorité, c'est à l'autre. Et donc là, il y a une vraie première nuance qui est hyper importante à intégrer dans cette notion de se plaire à soi-même et de se faire plaisir. Et finalement, c'est une phrase ça qu'on peut retenir, c'est que pour pouvoir se faire plaisir, il est impératif et je dirais même que c'est directement corrélé à à la à la à la force, au niveau auquel on se plaît à soi-même. Et du coup, deuxième question encore que j'ai envie de te poser, c'est si tu arrives à te faire plaisir, est-ce que tu ressens ce côté-là de: «OK, si je sais me faire plaisir, c'est effectivement que je me plais à moi-même». Si je ne me plais pas à moi-même parce que j'ai tendance à me dévaloriser dans mon quotidien et que je sais que j'ai du mal à avoir confiance en moi et que j'ai des difficultés dans ma confiance et dans le fait de me plaire à moi-même, du coup, est-ce que le plaisir que je me donne est-il vraiment le mien? C'est une question, que je t'invite à te poser et à poser sur le papier. Si tu as besoin, tu mets sur pause et tu prends le temps d'y répondre parce que c'est essentiel, en fait, de savoir quand on se fait plaisir, si c'est vraiment pour nous qu'on le fait ou si c'est pour l'autre et je vais y revenir, en fait, par rapport à ça, parce que c'est vraiment les vases communicants. C'est-à-dire que c'est comme si, par exemple, si je te dis, si je te demande de me donner de l'argent, mais que tu n'en as pas, mais vraiment pas, ton porte-monnaie, il est sec, à sec, à sec. Si vraiment tu veux me donner de l'argent, peut-être que tu vas aller en demander à quelqu'un d'autre pour pouvoir m'en donner. Donc tu vois, tu vas aller chercher dans des ressources qui ne sont pas les tiennes, donc des ressources qui sont voilà, qui sont pour aller me donner. Pareil, si je te demande du temps, et que tu n'en as pas toi-même, tu vas aller prendre soit sur ton temps de sommeil, soit sur du temps, que tu donnes à tes enfants ou je ne sais quoi.
Et donc, c'est du temps qui n'est pas disponible et donc tu viens prendre sur tes ressources personnelles. Et là encore, c'est pas tout à fait OK. Si je te demande de l'amour, mais que tu n'en as pas pour moi, pas pour toi, pardon, justement, en fait, l'amour que tu vas me donner, il va être, il risque de ne pas être pleinement désintéressé. Alors, tu vas me dire que oui, que si, que si, que si. En réalité, pas forcément. Et souvent, c'est en réponse à un besoin qu'on a justement d'aller chercher de l'amour à l'extérieur plutôt que d'aller le prendre, le trouver à l'intérieur de nous pour mieux le rendre ensuite. Donc il y a vraiment une prise de conscience à avoir sur d'où vient ce que je donne. Donc quand je me fais plaisir, si je me plais à moi-même, c'est-à-dire que quand je m'aime et que je m'accorde de la valeur, je vais pouvoir me faire plaisir de façon purement égoïste, et c'est super important d'être purement égoïste. Je vais y revenir un peu après justement par rapport à ça et de se faire plaisir uniquement à soi, pas tout au long de la journée, hein, mais le temps nécessaire pour pouvoir se remplir d'amour, de valeur de soi-même, pour ensuite pouvoir donner de la, pour pouvoir donner entre guillemets de la qualité, du don de qualité, pour pouvoir donner de qualité. On ne donne pas et donner sans attente et donner de façon inconditionnelle. Voilà, c'est ça ce que je veux, euh, en tout cas, ce que moi, en quoi je crois. Euh, Parce que si, en fait, moi, ce que je crois, c'est que l'équilibre, c'est 50-50. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de donner uniquement, donner trop à l'autre, c'est se mettre au service de l'autre, c'est être dépendant de l'autre, c'est le rendre dépendant de nous aussi, c'est exercer une forme de contrôle sur l'autre. Et en fait, c'est là où il y a un échange d'énergie qui n'est pas égal. Alors tu vas me dire, bah oui, mais c'est super difficile, comment tu sais, etc. Mais évidemment, on ne va pas mesurer, c'est extrêmement compliqué, mais j'essaie juste de partager justement l'idée de ce que moi je transmets. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de donner 50% de, de tout ce qu'on a à donner. Si on veut faire un paquet de tout ce que j'ai donné, le gâteau que j'ai à donner, l'idée, c'est d'en donner 50% à l'autre avec un grand A, à autrui, au monde, à tout ça. Et d'en garder 50% pour moi. Et les 50% pour moi, ils sont seulement à moi. Et quand les 50% pour moi, ils sont seulement à moi, alors les 50% pour l'autre, ils vont être seulement pour l'autre. Il n'y aura pas de lien d'interdépendance, il n'y aura pas de lien de sauveur, de sauvé, il n'y aura pas de lien de je vais t'aider comme ça, je vais être redevable. Après, ces choses-là dont je te parle, elles vont peut-être te choquer, mais je le vois tellement, 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 tellement dans dans toutes les relations problématiques où les gens viennent me voir en me disant je ne suis pas bien par rapport à ceci ou pas par rapport à cela ou par rapport à un tel, il y a toujours, toujours, toujours un lien de dépendance, de dépendant, de contrôlant, pas de soumis, mais bon, bref, de sauveur, de persécuteur, etc. Donc, si on prend différents termes de coaching, peu importe, l'idée, c'est surtout que quand moi, je me donne du temps, je me en donne vraiment qu'à moi en exclusivité, de façon à ce que lorsque je donne à l'autre pour le reste du temps, pour l'autre moitié du temps, alors c'est du pur don. Et à ce moment-là, quand moi je me fais plaisir parce que je me plais à moi-même, parce que j'ai la capacité de me libérer ce temps indépendamment de l'autre, vous allez me dire c'est super compliqué, hein. Ben oui, et on va y venir. C'est justement là où nos blessures de l'enfance et nos conditionnements inconscients nous empêchent de faire ça aujourd'hui, hein, parce que il est probable qu'on ait grandi dans une relation de dépendant, dans une relation de sauveur, dans une relation de contrôlant, etc., que nous-mêmes nous exercions ce type de rapport avec les personnes qu'on aime le plus, parce que c'est la plupart du temps avec les personnes qu'on aime le plus qu'on le fait etc., etc. Alors l'idée, c'est pas de se flageller, non, l'idée, c'est juste de prendre conscience des énergies
qui circulent, de la manière dont elles circulent pour pouvoir chacun revenir à sa place. J'ai beaucoup de gens qui me disent, moi aussi, «J'arrive pas à me positionner, j'arrive pas à prendre ma place, j'arrive pas à savoir qui je suis» et cetera. Mais oui, parce qu'en fait, à un moment donné, on n'a pas pris nos 50 de priorisation unique de nous, à nous-mêmes, pour pouvoir justement avoir notre alignement et notre conscience et notre positionnement pur à nous-mêmes. On est sans arrêt en train de rechercher des références à l'extérieur. Et donc, du coup, on ne sait pas qui on est, on sait pas se positionner. Donc, tout ça, en fait, pour dire que l'objectif de prendre du plaisir, enfin, pas l'objectif, mais la, 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 la bonne voie entre guillemets, hein, parce que rien n'est ni bon ni mauvais. Tout est toujours juste. Même si parfois la justesse est au départ un peu mal emballée comme cadeau de l'univers, mais tout est toujours juste en finalité. Néanmoins, la voie la plus équilibrée, on va dire, c'est celle-ci, c'est-à-dire que pour que je puisse me donner du plaisir dans la vie, pour que je puisse prendre plaisir dans la vie, mais je te parle des toutes petites choses de la vie, je te parle des choses les plus simples, de savoir observer la beauté d'une fleur, de savoir regarder son chien qui dort et qui ronfle et prendre le temps de rire de ça, de savoir observer des choses toutes simples, de prendre conscience de nous, à quel point on est des belles personnes, de simplement s'émerveiller du beau de la vie, vraiment s'émerveiller de la vie avec un grand V. Euh, pour pouvoir finalement se donner ce plaisir-là, on doit souvent se libérer d'abord de nos conditionnements et blessures inconscientes de l'enfance qui viennent nous entraver parce qu'effectivement, on a plutôt reçu des codes et des programmations qui nous disent tu penseras à l'autre en premier, avec des injonctions comme ça, tu dois faire ceci, tu devras faire cela, il faut, il ne faut pas. Dans la famille, on a toujours fait ceci, ou au contraire, mais ça va pas, tu ne peux pas faire ça. Pour qui pour qui tu te prends? Euh, ou encore, pour qui je vais passer, moi, ta mère ou ton père, si tu fais ça? Bref, j'en passe et des meilleurs, hein. Il y a tout ce il y a tout ce qu'on veut, tout ce qu'on imagine. Mais moi, dans ma pratique et dans ce que j'observe et dans les progressions que j'observe, je le vérifie quand même, qu'effectivement, plus on se libère de nos programmations, de nos conditionnements inconscients et de nos blessures inconscientes de l'enfance, qui sont généralement connues, alors d'une part sur toutes ces fameuses blessures qu'on appelle les blessures donc, de l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Et parfois, on ajoute aussi le besoin de reconnaissance. Donc, c'est ces fameuses blessures-là qui sont inscrites, programmées comme des logiciels dans notre disque dur interne. Et aussi, il va y avoir aussi tous les conditionnements avec lesquels on a grandi, hein. Donc les conditionnements pour être à l'école, il faut rentrer dans un certain moule. Donc toutes les personnes qui ont des difficultés de HP ou des 10 ou des particularités, des fantaisies intellectuelles qui sont des trésors en fait, mais qui peuvent rendre la vie compliquée ou d'un point de vue émotionnel ou même par rapport à justement rentrer dans le moule, hein, ça devient compliqué. Bref, bref, bref. Bref, tous ces conditionnements-là aussi qui nous entravent, qui nous empêchent parce qu'on a dû s'adapter. Et le fait de s'adapter, forcément, on n'est pas nous-mêmes. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc la première chose, c'est nos blessures. La deuxième chose, ça va être nos conditionnements, la manière dont notre culture va nous conditionner, parce on évolue dans un milieu social. Donc pour interagir les uns avec les autres, il faut répondre à certains codes. Et ces codes, on les acquiert et ils font de nous des personnes qui ne sont pas forcément nous-mêmes, en fait. Bon, bref, ça nous codifie. Et après, il va y avoir aussi encore tout ce qui va être traumatisme par rapport à nos expériences qui vont pouvoir nous empêcher aussi, nous avoir généré chez nous
des choses qui sont aussi inscrites dans notre inconscient, qui peuvent être soit des violences, soit un accident violent, soit... euh, etc. Et puis après, il y a tout ce aussi la dimension du deuil, donc la perte d'un être cher, où ça aussi, ça vient contribuer à nous transformer, entre guillemets, à nous modeler d'une manière qui fait qu'on va pas forcément se permettre de nous autoriser pleinement à être dans nos 50% priorité absolue, 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 qui vont faire qu'on va, un, apprendre à se connaître, se connecter à nous, pouvoir grandir en nous-mêmes, pouvoir nous aimer, apprendre à nous aimer profondément. Ça, personne ne nous l'apprend, ça, hein, en fait, hein. Alors que c'est la base de la vie. Moi, je pense qu'on est tous là pour un seul et même but, c'est d'apprendre à nous aimer tels que nous sommes de façon inconditionnelle. Nous-mêmes d'abord et l'autre ensuite. On dit oui, il faut aimer l'autre inconditionnellement. Non, non, c'est nous-mêmes d'abord qu'il faut s'aimer inconditionnellement. Si moi, je m'aime inconditionnellement, alors je serai capable d'aimer l'autre inconditionnellement. À partir du moment où moi, je ne m'aime pas inconditionnellement, je pose un filtre sur ma perception et sur la manière dont je vois l'autre. Et donc, par extension, je vais biaiser le regard que j'ai sur l'autre. Et donc, je ne l'aime pas inconditionnellement puisque je vais forcément changer mon regard sur lui par rapport à ce que moi je vis et ce que je vois de moi. Je ne sais pas si tu m'as suivi, mais c'était voilà. Donc, notre objectif à nous, c'est de nous aimer inconditionnellement pour pouvoir ensuite nous faire plaisir et jouir pleinement de la vie. Alors évidemment, c'est le travail d'une vie. C'est le travail d'une vie. Moi, dans le cadre de mes accompagnements, euh, j'enseigne des outils, des méthodes, enfin une méthode qui est composée de différents outils. Et l'idée, c'est de venir comprendre aussi un petit peu tous ces mécanismes-là dans la manière dont on fonctionne d'un point de vue neurosciences, etc., pour pouvoir de mieux en mieux nous connaître et de mieux en mieux déjouer les tours que nous fait notre ego par rapport à cette éviction du plaisir, ou en tout cas toutes les histoires que notre ego nous raconte pour nous éviter de nous faire plaisir fondamentalement, pleinement, totalement, et de jouir de la vie. Et donc, euh, je regarde juste mes petites notes pour savoir si je suis bien dans mon fil. Oui, c'est tout bon. Et donc, finalement, c'est comme si tout ça, tout ce que je vous ai énuméré là, donc les fameuses blessures, les conditionnements de l'enfance, nos deuils, nos traumatismes, nos expériences d'une manière générale, comment ça, tout ça, ça nous conditionne. Et en fait, c'est comme si on avait développé des logiciels, comme dans notre téléphone, en fait, hein. On a différentes applications, on a différents logiciels. Il y a des applications qui nous servent, qui sont utiles au quotidien et qui vraiment nous font gagner en productivité, ils nous font gagner en temps, ils nous font gagner en efficacité, nous aident et donc nous font avancer mieux vers l'objectif euh, important que l'on a dans notre vie. Et il y a d'autres applications dans notre téléphone qui nous font perdre un temps fou, qui nous éparpillent, qui, euh, voilà, qui nous disperse et qui nous détourne de notre objectif primordial, important, qui vient de notre cœur. Et du coup, c'est super compliqué des fois de ne pas se laisser happer par la petite application, là, le petit jeu que j'aime bien, là, ou le scroll, enfin bref, tu vois, mais en fait, c'est le même effet dans nos pensées, en fait. C'est le même effet dans nos logiciels internes. Et on va avoir des pensées issues de certains programmes inconscients qui vont être hyper aidants, hyper propulsants, et il y en a d'autres de l'autre côté qui vont être issus de nos programmes inconscients internes, qui vont être hyper limitants, qui vont nous ralentir, qui vont nous tirer en arrière, qui vont nous saboter, etc., etc. Et en fait, l'idée, c'est un petit peu de reconnaître lequel fait lequel, et surtout ceux qui nous limitent et dont on n'a plus envie qu'on n'a plus envie d'utiliser. L'idée, c'est de les mettre à la corbeille et de s'en débarrasser. Et ça, c'est possible avec l'hypnose. Alors moi, je voulais vous partager aussi je voulais vous partager une expérience d'une personne que j'ai accompagnée qui vraiment est arrivée. J'ai pensé à elle tout de suite
quand Mel de Up m'a proposé le sujet, j'ai pensé vraiment à cette dame qui s'appelle, enfin qu'on va appeler Virginie, qui est arrivée vraiment dans mon cabinet il y a quelques mois de cela maintenant. Et elle m'a dit vraiment justement qu'elle était totalement déconnectée du plaisir. Qu'en fait, elle ne savait pas du tout ce que c'était le plaisir. Elle était complètement déconnectée de ses émotions, d'une part, mais de sa joie, en fait. Elle ne savait plus ce qui lui faisait du bien. Pourtant, Dieu sait qu'elle se donnait, qu'elle faisait preuve d'initiative pour se donner pour se faire plaisir, mais il n'y avait rien qui marchait. Donc l'histoire de Virginie, Virginie, elle est enseignante, elle habite là dans ma région, en Haute-Savoie. Elle est enseignante, elle a 46 ans et quand elle est arrivée, donc elle a deux enfants qui sont grands maintenant, hein, qui sont jeunes adultes, post-ado, jeune adulte. Donc elle est séparée, divorcée du papa de ses enfants et donc elle est enseignante en maternelle et donc elle adore son travail et elle a refait sa vie avec un homme qui, a priori, ça se passait bien, mais bof, quoi, parce que pareil, toujours déconnecté de son plaisir, donc de son plaisir de femme, et puis même de son plaisir de tous les jours, quoi. Donc voilà. Donc c'est une dame qui donc, avait une très belle maison, une grande, grosse maison, des enfants en bonne santé, plein d'amis, elle aussi en bonne santé, plein d'activités, de la rando, etc., des sorties avec les collègues super ambiance, le travail, tout va bien, etc., etc. Mais elle me dit, mais en fait, je fais semblant d'aller bien. En fait, je me sens tellement vide. Je me sens tellement seule. Elle me parle, j'ai pris des notes, hein, j'ai repris en note ce qu'elle m'avait partagé lors des différentes séances. Elle me parle d'une solitude intersidérale. Enfin, c'est quand même pas rien. Elle me dit, je ne sais pas quoi faire de moi. Comme je te disais, elle ne manque pas d'initiative parce qu'elle me dit, j'ai tout essayé. La pole dance, la via ferrata, la musique, je fais même du bricolage. Il n'y a rien qui me plaît. Je ne sais pas quoi faire de mes journées. J'avance les journées de 2 heures en 2 heures. Je les trouve d'une longueur incroyable. Je ne sais pas où me mettre. Tout ce que je cherche, c'est à me mettre transparente. J'ai envie de me cacher, de fuir. Et en même temps, bah ouais, mais je suis là, mais et en même temps, j'ai tout pour être heureuse, donc elle culpabilisait quelque part aussi de ressentir ça. Voilà, je ne ressens rien, je ne ressens aucun plaisir, je fais semblant d'aller bien. Donc moi, la première fois que je l'ai vue, j'avoue, j'étais pas très, j'étais pas très sereine parce qu'elle était vraiment, vraiment, ouais, vide, quoi. Vide. On aurait dit presque une enveloppe charnelle avec deux jambes qui avançaient, mais à l'intérieur, c'était presque comme si elle manquait de vie, comme si elle manquait de couleur. Et, et donc évidemment, alors pourtant Virginie, franchement, elle manque pas d'initiative, comme je l'ai déjà dit, et c'est d'ailleurs ce qui va faire qu'on va faire cet accompagnement ensemble à travers la méthode Envie, parce qu'en fait, elle a vraiment envie d'avancer, elle a vraiment envie de s'en sortir. Donc ça, c'était juste, c'est la grande qualité de Virginie, c'est qu'effectivement, elle a vraiment ce désir d'aller de l'avant et quand même, il y a quand même cet élan qui l'animait, qui l'anime toujours d'ailleurs, hein. Et donc, elle ne comprend pas pourquoi elle est comme ça, parce qu'effectivement, sur le papier, elle a tout pour être heureuse, elle a tout pour être satisfaite. La plupart des gens lui diraient, mais fais donc ce qui te fait plaisir. Bah ouais, mais en fait, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui me fait plaisir. Comment je fais? Comment je fais? Est-ce que toi, ça, c'est quelque chose qui t'a déjà... est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà traversé, cette impression-là de vide, de solitude ou... Alors, pas forcément parce que quelqu'un te manque, parce que là, lui, elle, c'était pas son cas. Parce que je sais qu'il y a aussi le cas où voilà, tu as une rupture amoureuse, ou quelqu'un, un deuil, ou je sais pas quoi, donc quelqu'un qui te manque dans ta vie, effectivement, on ressent ce vide. Mais là, c'était même pas son cas. Elle manquait pas, fondamentalement en soi, sur le principe, sur le papier, elle manquait pas d'amour. Et pourtant, elle se sentait tellement, tellement, tellement vide. Et donc, elle avait donc ce sentiment d'être coupée de ses émotions, ce qui n'est pas un sentiment parce que c'est le cas, enfin, c'était le cas. Et donc, comme elle était coupée de ses émotions, elle se sentait aussi coupée de tout amour, en fait. Elle se sentait incapable de donner de l'amour, tout juste avec ses enfants. Et bons gamins qu'ils sont, ils faisaient des câlins souvent et tout ça, tout ça. Donc,
elle recevait de l'amour, mais elle n'arrivait pas à le sentir, à le ressentir et à le rendre en fait. Et donc je vous passe un peu les détails. L'idée, c'est un peu de vous dresser le profil pour comprendre comment ça s'est déroulé. Et donc, en creusant un petit peu au fur et à mesure, je vous fais vraiment les grandes lignes, hein, parce que c'est pour avoir une idée, un peu, pas une caricature, mais un portrait, un profil rapide de ce que Virginie a connu et de ce par quoi elle est passée pour pouvoir retrouver le plaisir. En fait, effectivement, donc elle vient d'un schéma rural avec des parents où, en fait, où vraiment son mode de conditionnement dans lequel elle a grandi, donc ses parents toujours unis, mais vraiment schéma rural où on n'a pas le droit de se plaindre, où tout est dur, où on parle jamais de nous, où évidemment on parle pas de nos émotions, du coup on n'en a pas, parce qu'en fait c'est mieux de ne pas en avoir comme ça on est sûr de pas en parler. Donc voilà, donc les coups durs, on n'en parle pas. On est là, mais quand on se sort les uns les autres de la mouise, on n'en parle pas, on dit rien. Il y a une espèce de silence un peu imposé par le mode d'éducation que moi j'ai un peu connu d'ailleurs, donc je savais, enfin je vois tout à fait ce que c'est. Alors peut-être ça vous parle à vous. Bon, c'est un schéma parmi d'autres, hein, mais ce côté un peu rural de la terre où de toute façon c'est bon, c'est les mauviettes qui chialent quoi, hein, homme ou femme, hein. De toute façon, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de quartier, il y a pas de sensiblerie, quoi, en fait, hein. C'est ça, toute émotion, tout sentiment, c'est de la faiblesse, en fait. Donc c'est des contextes qui sont pas évidents. Un papa présent, mais complètement absent, c'est-à-dire que complètement effacé, et de surcroît, complètement dans l'ombre de la mère, qui pour elle, enfin, qui pour le coup est donc plutôt contrôlante, omniprésente. Et le petit qui n'en est pas un petit, mais la, la- la difficulté de l'histoire de Virginie, c'est qu'à l'âge de 8 ans, son papa a fait un AVC, duquel il s'est sorti avec quelques petites conséquences, mais effectivement, il est donc resté effacé derrière, dans l'ombre de sa mère, très contrôlante, très imposante, et en même temps que le papa faisait un AVC, le petit frère, lui, était hospitalisé. Donc, on a une maman qui a fait face à des choses difficiles, qui a dû être dure, qui a dû être forte, enfin voilà, c'était pas forcément non plus tout beau, tout rose non plus. Sans partir dans des extrêmes où il y avait vraiment de la maltraitance, ce qui n'est pas le cas du tout, mais c'est le cas de la plupart des gens. En fait, il y a plein de gens qui n'ont pas forcément vécu de la maltraitance et qui pour autant ont des blessures profondes en fait à l'intérieur d'elles-mêmes. Et c'est ça l'idée d'aller. Parce qu'en fait, il n'y a pas de petites blessures, il n'y a pas de grandes blessures, il y a pas de petits bobos, il n'y a pas de petites souffrances en fait. Toute souffrance est une souffrance et c'est ça qu'il faut accueillir chez soi. Et donc, sa maman doit tout gérer. Et là, elle me dit, moi, je me tais, je grandis, je mange, je grossis. C'est dur, hein? C'est dur, hein. Donc, on imagine la petite fille de 8 10 ans qui a sa maman qui est un peu... euh, qui lui donne pas d'amour, qui lui donne pas d'affection parce qu'elle est dure. Et parce qu'il faut l'être, en fait, parce qu'il faut être fort. Et puis là-dessus, voilà, moi, je me tais, je grandis, je mange, je grossis. Moi, j'avais trouvé ça très dur. Et, euh, et donc voilà, donc en fait, elle me raconte son histoire. Et puis, une fois adulte aujourd'hui, elle réalise, elle comprend, elle intègre, elle a même presque de la compassion pour sa maman qui a vécu ces choses dures. Elle reconnaît que c'est difficile. Et en plus, du coup, sa maman, dans sa dureté, a elle-même développé un cancer ouais, un peu pathologique qui fait qu'elle est en permanence malade depuis des années. Le cancer évolue pas. Bref. Donc elle comprend la souffrance silencieuse de sa mère aussi, mais néanmoins, elle aimerait que les choses soient plus fluides, qu'elle l'accepte, elle, Virginie, telle qu'elle est, tout comme Virginie accepte sa maman telle qu'elle est. En tout cas, de façon consciente. Elle voudrait qu'elle la voie beaucoup mieux, qu'elle puisse parler, qu'elle puisse communiquer. Mais en fait, il y a comme un mur entre les deux. Et ça fait souffrir énormément Virginie quand elle se voit. Et évidemment, dans un profil comme ça, on ne peut pas forcément dire à maman, maman, je t'aime, viens me faire un gros câlin. Moi, j'avais une maman qui était un peu raide aussi.
Bon, pour lui proposer un câlin, tu t'y prenais à 2 fois parce que tu savais pas si tu allais pas te faire fusiller du regard, quoi. Donc c'est un peu ça l'idée du contexte, de Virginie. Donc du coup, consciemment, là, dans sa maturité d'adulte, évidemment, Virginie, en plus, elle a déjà fait un petit peu de développement personnel, et cetera. Elle voit consciemment que sa maman, elle a elle-même ses blessures, elle-même ses faiblesses. Elle voit bien les choses. Elle comprend ce qui se passe. Elle comprend la vie que sa mère a plus ou moins subie. Elle comprend un peu les interactions, les équilibres relationnels. Mais en même temps, OK, super, mais comment changer mon état d'être? Comment changer ce vide? Comment le remplir? Comment arrêter de me sentir aussi seule, aussi transparente, de ne pas pouvoir communiquer, d'avoir cette boule dans la gorge en permanence, hem, et cetera, et cetera. Donc ça, c'était la demande de Virginie, en fait, qui avait déjà un certain niveau de conscience quelque part, on va dire. Il y a d'autres personnes qui ont jamais fait de développement personnel et c'est super. Enfin, je veux dire, chacun en est là exactement où il en est. Mais ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que de toute façon, quel que soit le niveau où on en est, le fait de reconnecter avec différentes parties de nous qui ont souffert et qui portent encore cette souffrance, nous fait faire un saut de conscience supplémentaire. Quel que soit le niveau, la quantité de développement personnel qu'on ait pu faire dans notre vie. Il y a pas de... En fait, à chaque fois, ça nous fait progresser d'un bond. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sachant que j'ai la très heureuse nouvelle et joie de vous annoncer que c'est un travail qui n'est pratiquement jamais terminé, à moins de passer en mode être ascensionné peut-être. En tout cas, pour le commun des mortels dont je fais partie, évidemment, c'est un travail que moi je poursuis aussi encore chaque jour. Mais vraiment chaque jour. Enfin, il y a des périodes plus ou moins, mais là, depuis quelques mois, moi personnellement, c'est encore chaque jour. J'apprends, je comprends, je travaille, etc. Et je me reconnecte avec les parties de moi qui ont souffert et qui portent encore cette souffrance, quelle que soit la source et l'origine de cette souffrance. Donc, comment on fait? Comment on fait? Je regarde mon petit timing là, à 20h42, tu vois? Hem, L'idée, en fait, ça a été de reconnecter Virginie à toutes les parties d'elle qui portent cette souffrance. Que ce soit la Virginie de 8 ans, la Virginie de 10 ans, la Virginie de 12 ans, la Virginie, même celle de 19 ans. Parce qu'en fait, il s'est trouvé que Virginie, à 19 ans, avait dû avorter, vivre un avortement. Et pareil, parmi les différentes expériences traumatiques dont je parlais un peu plus tôt, un peu plus en amont dans ce partage que je vis avec vous maintenant, il y a ces avortements et ces pertes d'enfants, même si, alors c'est une toute petite parenthèse, hein, mais nous, mamans, femmes, toutes celles parmi vous, parmi nous, qui ont un jour eu une petite âme qui nous a traversés, quelle que soit la durée de cette traversée, que ce soit de quelques jours, de quelques semaines ou de quelques mois, perdre une petite âme, c'est toujours, toujours, toujours une immense douleur, quelles que soient les circonstances de la perte de cette petite âme. Et si vous vous êtes jamais occupé, d'un point de vue, thérapeutique de cette petite âme qui vous a traversé, moi, c'est très, très souvent que, des personnes arrivent avec, heu, un débordement émotionnel lambda, qui les coupe de leur plaisir, hein, pour refaire le lien avec notre sujet de départ. Avec un débordement émotionnel lambda et finalement, sous hypnose, ce à quoi ça fait référence finalement souvent, ça va être un avortement qui a eu lieu il y a 5, 10, 15, 20, 25 ans en fait. Et là, en l'occurrence, Virginie, ça faisait 26 ans qu'elle avait avorté, dans des circonstances difficiles parce qu'elle avait fait ça toute seule, parce qu'évidemment elle n'avait pas été soutenue par sa famille, que je vous ai décrites. Ça avait été pour elle une vraie douleur de se séparer de ce bébé, mais elle n'avait pas eu le choix du tout. Évidemment, le papa est né, enfin, il y a même pas de géniteur, voilà, donc ça faisait partie aussi des poids qu'elle portait et qu'on a libéré du coup. Pour la petite anecdote, c'était joli comme tout, on lui a donné un nom. Voilà, enfin, c'était vraiment un joyeux moment qui a aussi beaucoup, beaucoup contribué à la libérer.
Et du coup, donc toutes ces parties, donc c'était ma petite parenthèse par rapport à cette partie de Virginie de 19 ans qui avait vécu ça. Et du coup, toutes les autres parties de 5, de 8, de 10, de 12, de là, là, l'idée c'est de faire la paix avec ces parties de nous qui porte encore cette souffrance. Et le faire sous hypnose permet finalement d'aller directement converser, disons les choses assez simplement, d'aller converser avec ces parties de nous qui portent cette souffrance pour les soulager, les guérir, les aider, les rassurer, les remettre en sécurité, leur rendre l'amour qu'elles n'ont pas reçu, leur rendre la sécurité qu'elles n'ont pas eue s'il y a eu un traumatisme, leur rendre, enfin voilà, leur rendre la place qu'elles méritent quelque part. Parce que c'est comme si en fait ces parties de nous, elles étaient détachées de nous tant qu'on s'en occupe pas. Et le fait de se réconcilier avec, c'est de lui rendre aussi sa place dans notre cœur. Et donc c'est se réconcilier et revenir à une plus grande unité avec nous-mêmes. Et ça nous permet de vraiment recanaliser l'énergie au bon endroit et de recentrer notre énergie au bon endroit. Et on n'a plus cette énergie qui se disperse parce qu'il y a une partie de nous qui est dans le besoin, en fait, qui est dans un besoin affectif, dans un besoin de sécurité, dans un besoin de rassurance, de réassurance, de reconnaissance ou voilà, globalement ou d'un besoin d'amour, quoi, tout simplement, généralement aussi. Donc, ça se passe sur un certain nombre de séances hein, tout au long de la méthode. L'avantage de la méthode, justement, c'est qu'en parallèle de la séance, la personne, elle prend conscience de tout ce qui se passe et de la manière dont ça se déroule. Et ça lui crée des déclencheurs complémentaires qui font qu'en fait, de séance en séance, elle progresse beaucoup plus vite. Et surtout, une fois l'accompagnement terminé, c'est de se permettre de pouvoir le faire seul. Parce qu'en fait, comme je le disais, moi, ce travail personnel, je le fais moi au quotidien, parce que j'ai conscience de ces parties de moi qui réclament un truc. Tant que je m'en occupe pas, elles continuent de réclamer. Et si aujourd'hui j'ai les outils pour le faire, de temps en temps, je me fais accompagner, mais l'idée, c'est de le faire en autonomie pour retrouver sa souveraineté personnelle et pour retrouver vraiment, ouais, vraiment une autonomie qui va nous donner une forme de confiance inébranlable en nous-mêmes, avec une foi inébranlable en nous-mêmes. Donc, voilà un petit peu ce que nous avons réalisé avec Virginie. Et derrière, les effets, donc on a fait le point là, il n'y a pas très longtemps, sur justement tout ce qu'elle avait, tous les symptômes, entre guillemets, émotionnels, enfin plus ou moins émotionnels qu'elle ressentait. Donc, depuis, elle a plus ce nœud dans la gorge, sa communication s'est complètement débloquée, elle dit ce qu'elle veut, mais elle le dit bien en fait. Elle le dit plus en s'énervant, elle le dit plus dans la frustration. Elle dit tout à tout le monde, vraiment de façon complètement libre et libérée. Elle se sent beaucoup plus sereine, beaucoup plus alignée, beaucoup plus légère, hein, parce que du coup, on a lâché énormément de poids divers et variés. Euh, Elle compensait, tout à l'heure, je vous ai dit, je me tais, je mange, je grossis. Je me tais, je grandis, je mange, je grossis. Donc en fait, elle avait une petite tendance voilà, à compenser au niveau alimentaire. Ça a complètement disparu. Elle s'est débarrassée aussi de sa maison, c'est-à-dire qu'elle avait cette grosse maison qui pour elle était une énorme corvée, une énorme charge. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit hop, elle a eu le courage, alors que cette maison, en plus, il y avait un sujet avec sa maman, parce que c'était sa maman qui avait contribué, qui lui avait donné des sous pour l'aider à la payer, nanana, donc elle se sentait redevable de sa maman, etc. Vendu la maison, racheté un petit appart beaucoup plus fonctionnel, où elle est maintenant en centre-ville et où elle vit, elle m'a dit, moi je vis mon kiff, je fais tout à vélo. C'était son kiff ultime, tu vois, on parle du plaisir. En fait, elle s'empêchait de vendre cette grosse maison qui était pour elle une charge terrible parce qu'il y avait le poids de sa mère par-dessus.
Elle a dit: «OK, mais maintenant terminé, je veux plus en entendre parler parce que je suis souveraine, je prends mes décisions, je fais mes choix, je me reconnais dans ce que j'ai envie de faire et ce qui me fait plaisir». Elle a vendu sa baraque et maintenant elle vit son kiff d'être autonome, d'aller au boulot à vélo, d'aller faire ses courses à vélo, d'aller, chez les copains, les copines à vélo. Enfin, là, elle est connectée à son plaisir, tu vois? Elle ne s'ennuie plus du tout, elle ressent plus ce vide à l'intérieur d'elle-même, elle profite de ses activités et cetera et elle est mieux connectée à ses émotions et à elle-même. C'est là où on a encore un petit peu de travail, et c'est ce sur quoi on va poursuivre, entre sa connexion avec elle-même et le next ultime step, ce sera, du coup, sa relation potentiellement, avec, les hommes en général, heu, pour pouvoir vraiment retrouver une totale fluidité avec la jante masculine. Donc voilà, on a quelqu'un qui a complètement changé, c'est plus la même femme, elle est beaucoup plus sereine, elle est beaucoup plus légère, elle est beaucoup plus joyeuse, elle est beaucoup plus spontanée, elle est beaucoup plus, radieuse en fait. Ça se voit sur son visage, ça se voit dans sa posture. C'est comme si elle avait grandi, elle était déjà grande, mais c'est comme si elle avait grandi, c'est comme si elle avait, voilà, comme si elle se dressait en fait. Quand on parle de prendre sa place, prendre position, elle est droite, elle est fière en fait. Dans le bon sens du terme et du coup, elle est beaucoup plus posée en contrepartie et beaucoup plus présente à elle-même, beaucoup plus présente aux autres. Voilà, c'est vraiment une nouvelle femme, vraiment une nouvelle femme. Donc je ne sais pas si, l'histoire de Virginie, t'aura parlé. Je vais juste boire un petit peu d'eau pendant que tu réfléchis et que tu me réponds si tu as envie ou en tout cas si tu as envie de me dire un petit peu quelque chose. Faudra pas hésiter à mettre des commentaires ultérieurement, j'y répondrai, le cas échéant. Mais effectivement, donc c'est vraiment le processus d'aller reconnecter avec les parties de nous qui ont quelque chose à nous dire. Généralement, elles le font à travers nos émotions et globalement, elles ont le même objectif que nous, à savoir, elles veulent notre bonheur. Donc souvent, elles s'y prennent mal pour nous faire plaisir, mais une fois qu'elles ont compris que c'était pas la bonne manière de nous faire plaisir et qu'il fallait peut-être s'y prendre autrement, et ben, du coup, vraiment là, on se lâche. On arrive effectivement à un lâcher prise, c'est le cas de le dire et on arrive beaucoup mieux à se connecter à qui nous sommes et à beaucoup mieux entrer dans ce qui nous fait plaisir et du coup à beaucoup plus jouir de la vie. C'est vraiment ça, c'est vraiment le mot, qui moi me parle, dans ce cadre-là parce que c'est le cas et je vous ai parlé de l'exemple, de cette femme, que j'ai appelée Virginie, mais j'en ai, des dizaines d'autres et c'est vrai que je le vérifie systématiquement pour toutes les personnes qui font le process, qui passent à travers, oui, c'est vraiment passer à travers un processus déjà de compréhension du mode de fonctionnement. Ensuite, prendre conscience de nos émotions. Ensuite, hem, travailler sur ce que ces émotions quel est le besoin fondamental du besoin de ça et ensuite d'aller, répondre à cette partie de nous qui ressent ce besoin. Alors moi, je le fais sous hypnose parce que c'est mon outil favori. Mais là encore, comme je le dis souvent, moi, je ne suis qu'un outil et moi, je ne fais rien. Ce sont les personnes qui se guérissent elles-mêmes. En fait, moi, je ne suis que le catalyseur de guérison. C'est-à-dire qu'à travers l'outil que j'utilise qui va être l'hypnose et j'ai d'autres outils, hein, je travaille avec le MDR, le FT, la PNL aussi et puis après d'autres sources d'outils énergétiques. Hem, je canalise aussi les archives akashiques et cetera et cetera. Donc bref, voilà, j'ai toute ma petite panoplie d'outils, mais ça reste, au service de la personne qui va utiliser ou pas, à bon escient, au maximum, le couteau suisse que je peux être, en fait. Et je ne suis que le catalyseur de la guérison de la personne qui va se guérir elle-même. Et c'est ça toute la différence entre le fait de suivre un processus cadré où la personne va vraiment se prendre en charge et le fait d'aller et je le vois aussi de temps en temps quand j'ai des personnes qui viennent simplement à la séance à cabinet, les effets sont pas du tout les mêmes, évidemment, parce que,
Bah, parce que la personne est beaucoup plus passive et elle attend de la part du thérapeute, souvent, hein, pas tout le temps, hein, mais souvent, elle attend de la part du thérapeute un miracle, genre aidez-moi, sortez-moi de mes problèmes. Et malheureusement, en fait, nous, en tant que thérapeute, on n'est surtout pas là pour sauver les gens, et on est juste là pour les mettre sur un chemin qui, à nous, nous semble être le bon. C'est pour ça qu'en fait, c'est pas parce que moi, mon chemin, ma manière de faire, me semble la bonne, parce que je l'ai expérimenté et vérifié auprès de certaines personnes, que ça va être le bon chemin pour tout le monde. Ça, pas du tout. Mais n'empêche que ce chemin, moi, à mon niveau, je l'ai expérimenté à titre personnel et je l'expérimente tous les jours à titre professionnel à travers les personnes que j'accompagne. Et effectivement, les résultats, ils sont magiques. C'est magnifique, c'est absolument magnifique, les transformations, les transitions qui se passent. Et là, je vous en ai parlé d'une, mais j'en ai plein d'autres en tête. Et donc voilà, je vous souhaite vivement, vraiment profondément, du plus profond de mon cœur, de vivre ce type d'expérience de transformation. Alors avec moi ou avec n'importe qui du réseau Up, ou tout thérapeute qui vous semblera être le bon, parce que c'est vrai que c'est hyper important de bien sentir la personne avec laquelle vous allez travailler. C'est d'ailleurs une des clés essentielles. C'est-à-dire que c'est souvent la qualité de la relation, la confiance, et la qualité du travail d'équipe qui va se mettre en place et l'énergie qui va circuler entre les deux personnes va quand même considérablement contribuer à la réussite du travail réalisé. Et effectivement, moi, je le vérifie à chaque fois. Donc, si tu as envie de travailler avec moi, ce sera avec grand plaisir. Je t'invite à aller sur mon site oliviersaxby.fr et tu peux même, donc là tu as toutes les infos, etc. Mais si tu veux aller sur la méthode en vie, sur tout le processus dont je t'ai parlé, qui est extraordinaire à vivre et à faire pour faire ce saut de conscience de soi, de toi, de soi, qui va vraiment t'aider à prendre un virage dans ta vie qui va être déterminant parce que ce sera un virage juste et bon pour toi en lien avec tes décisions du cœur. Donc, plus de place au doute, plus de place aux peurs, etc. Si tu souhaites que nous prenions contact, ce sera avec joie. Donc, je t'invite à faire oliviasaxby.fr/méthode-du-6 envie. Et je remettrai aussi dans les... puis je pense que Mel le transmettra. Je t'invite à rejoindre mon groupe sur Facebook qui s'appelle Les Cœurs Connectés. Donc pareil, tu vas sur mon profil perso, Olivia Saxby, tu trouveras le lien vers le groupe Cœur Connecté. Je suis la personne la plus importante de ma vie, où je suis en live au moins une fois par mois pour parler de tous ces sujets-là, pour parler des blessures, pour parler de la confiance en soi, pour parler des relations amoureuses, pour parler de la dépendance affective, pour parler voilà, de tous ces sujets-là. Et je suis aussi sur une émission mensuelle sur la chaîne YouTube On Air Original. On Air Original sur YouTube, tu cherches. Et donc, ma prochaine émission est le 8 novembre. L'émission s'appelle Mieux s'aimer, pour s'aimer soi beaucoup mieux, afin de mieux aimer l'autre avec un grand A. Quand je dis l'autre, ça va être dans notre relation amoureuse, mais ça peut être aussi, comme je disais, notre relation avec les personnes qu'on aime le plus, hein, qui vont être nos enfants, nos parents, parce que de là découlent énormément de choses. Donc voilà, pareil, je vais donner plein de choses, plein d'astuces, plein d'outils, probablement faire intervenir des gens aussi, etc., etc. Et puis, on se retrouve sur le prochain live Up du 30 octobre, donc pas après-demain, mercredi, mais dans une semaine. Et puis oui, où j'ai moi mon prochain live dans le groupe Cœur Connecté, c'est ce mercredi à 19h30 justement sur les 5 blessures. Donc, on se retrouve, si tu veux, mercredi dans mon groupe Les Cœurs Connectés sur Facebook pour le live à 19h30 sur les 5 blessures. On se retrouve mercredi 30 sur la chaîne YouTube de Up pour la conclusion du mois avec tous les thérapeutes sur le plaisir. Et on se retrouve encore le 8 novembre avec joie sur la chaîne On Air Original pour mon émission Mieux s'aimer, soi et les autres.
J'ai été ravie de te partager tout ça. J'espère que tu auras été aussi heureuse que moi d'écouter voilà, que ça t'aura peut-être ouvert, des pistes, ouvert la voie, VOIX, hein, j'en sais rien. En tout cas, n'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie, que c'est hyper important, essentiel de te faire plaisir à toi, au moins la moitié du temps à toi, 50 pour que tu puisses après mieux donner dans les meilleures conditions à l'autre et que ce soit juste, dans la relation et qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ben, je crois que c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. J'avais dit 1 heure, tu vois? Ça fait pile 1 heure. J'ai été ravie de partager ce moment avec toi. À très bientôt. Tu sais où me trouver si tu as besoin. Prends soin de toi.